Bonsoir, professeur. Comment allez-vous? Bonsoir, en pleine forme. Une semaine après avoir été hospitalisé, ils m'ont renvoyé chez moi, tout va bien et tout ce que je pensais ne pas pouvoir faire, je peux le faire maintenant. Autant j'étais très mal il y a une semaine, autant en ce moment, c'est la pleine forme. Je retrouve, mon énergie et puis Yes, évidemment, pour parler d'entropie, c'est important. tout à fait. Et c'est vrai que moi, je vous avais réussi, on s'était eu il y a un peu plus d'un an, où on avait abordé le sujet de la mémoire de l'eau, et je sais que même de l'entropie, vous êtes un grand spécialiste, même des deux sujets. Et donc, pour recommencer, j'aimerais, si vous me permettez, que vous me parliez de votre livre. Le dernier, c'est la science, homéopathie et physique de haute dilution, les secrets de l'eau, enfin dévoilés. Vous l'avez coécrit avec Jean-Pierre Radad-Wan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, c'est Jean-Pierre Haddad Aoun, mais on peut Aoun, dire One. One, c'est un. C'est oui, juste. Oui, bien sûr. Bon, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un scientifique, donc j'ai été élevé à la tétine de la science. J'ai bu le lait de la science depuis ma plus jeune enfance. Et il y a un événement dans ma vie qui m'a marqué, c'était l'année 1988. Il y avait deux raisons pour être marqué par cette année. Que c'était l'année où j'ai soutenu mon doctorat. Donc, je suis devenu docteur en sciences en 1988. Et c'est aussi l'année où Jacques Benveniste a publié son fameux papier dans la revue Nature sur les propriétés qu'il avait observées sur les solutions diluées. Et évidemment, à l'époque, j'étais spécialiste de l'eau. Et en tant que spécialiste de l'eau, on m'a immédiatement interpellé sur cet article de Jacques Benveniste en me disant « Mais c'est quoi ça? C'est vrai, c'est pas vrai ?» Et moi, j'en savais trop rien parce que j'étais très jeune. Mais je me suis promis de travailler le sujet. Et ce que disait Jacques Benveniste me semblait tout à fait sensé et cohérent. Par contre, ce qui manquait, c'était pas des faits expérimentaux, parce que Jacques Benveniste était un excellent expérimentateur et un vrai scientifique. Ce qui manquait, c'était des explications théoriques. mmh, C'est-à-dire comment on pouvait comprendre qu'une fois qu'on avait mis une substance dans l'eau, qu'après dilution, dynamisation, il restait quelque chose de cette substance. Est-ce que c'était quelque chose de matériel? Est-ce que c'était autre chose? Et là, il m'a fallu pas mal de recherches pour arriver à comprendre, mettre en place. Alors, pour les gens qui veulent de la science, c'est-à-dire qui veulent comprendre ce qui se passe. Pas pour les gens qui sont persuadés que l'homéopathie marche et qui pensent simplement qu'il suffit de l'essayer pour que ça fonctionne. Non, non, je parle pour les sceptiques, les scientifiques qui veulent comprendre comment on peut valider l'homéopathie. Eh bien, c'est là où j'ai finalement réussi, après 40 ans de recherche, à comprendre, enfin, à mettre au point ce qu'on appelle une explication théorique dans le cadre de la physique. Et c'est pas la physique qu'on connaît bien, c'est la physique quantique qu'il faut invoquer pour comprendre. Et j'ai rencontré donc Jean-Pierre Radad-Aoun, qui lui à l'époque était vidéaste et qui voulait que on parle de ça. Donc on avait fait comment on appelle ça, des vidéos pour expliquer. Et puis à un moment donné, comme ces vidéos ont eu un petit peu de succès, Jean-Pierre a eu l'idée de faire un livre. Donc ce livre, bien sûr, c'est d'abord son œuvre à lui. Il l'a écrit entièrement et moi je suis intervenu uniquement pour amener, corriger, pour suggérer des choses. Et donc on a réussi à publier ça. Donc normalement, pour des non-scientifiques, ça devrait être le livre de référence pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe quand on prend un remède homéopathique. L'homéopathie n'est pas une arnaque, on ne prend pas rien, on prend quelque chose qui s'appelle l'information. Et comme on va le voir, je ne sais pas, peut-être dans ce débat-là, puisqu'on va parler d'entropie, qui dit information dit entropie, c'est-à-dire on est à la racine même de la compréhension de comment fonctionne la nature. Donc quand vous prenez de l'homéopathie, c'est une vraie médecine. Ce n'est pas du tout une médecine de charlatan. Et si vous avez des doutes, ce qui est tout à fait légitime, vous avez le droit de douter, de dire non, moi tout ça, j'y crois pas beaucoup. Eh bien, le livre est là, écrit dans un langage suffisamment non scientifique pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'homéopathie, qu'est-ce que la mémoire de l'eau, et qu'on peut se soigner de cette manière-là. Voilà, puis après, il y a aussi un DVD qui accompagne le livre, donc vous pouvez aussi avoir, pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi un DVD où là, il y a des interviews de grands scientifiques comme Jacques Benveniste, Luc Montagnier, etc. Puisque je ne suis pas le seul à défendre l'idée que l'homéopathie est une vraie médecine et que la mémoire de l'eau est une réalité. d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, quelque part, dans ce livre, on repart sur les origines justement de la médecine, en quelque sorte, avec vos recherches que vous avez faites et aussi avec Aoun, par rapport à ce livre. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, quelque part, que c'est même ces personnes qui sont sceptiques, mais on retourne à la base de la médecine, ce qu'aurait dû être? Alors, oui, bien sûr, parce que de toute façon, l'homéopathie est une médecine qui a été imaginée au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, il n'y avait pas la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. On se posait beaucoup de questions.
Par exemple, au XIXe siècle, à l'époque où Samuel Hahnemann commençait à mettre au point sa méthode homéopathique, on ne savait même pas ce que c'était que l'électricité et le magnétisme. Donc, on était très loin de la démarche scientifique. Et à cette époque, il était clair que l'homéopathie n'était pas une médecine à part entière, c'était aujourd'hui ce qu'on appellerait une médecine complémentaire. Et ça le reste d'ailleurs. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut soigner par homéopathie et d'autres où il vaut mieux avoir recours à des substances chimiques. On est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle la complémentarité. J'aime bien cette image qu'on peut prendre du bricoleur. Si vous avez un atelier avec un établi, où vous avez des outils, eh bien, si vous avez un marteau, si vous avez des tenailles, si vous avez une perceuse, c'est très bien. Mais si vous manque les tournevis, vous ne ferez pas grand-chose. Donc c'est pareil en médecine, je veux dire, vous avez l'allopathie, vous avez la médecine avec les plantes, la phytothérapie, et si vous n'avez pas l'homéopathie, il vous manque un outil. Donc cet outil, il ne faut pas hésiter à l'utiliser dans certaines circonstances, même si c'est pareil, si vous essayez d'enfoncer un clou avec un tournevis, ben vous aurez un problème. Il faut prendre l'outil, il faut apprendre l'outil qui est adapté au problème que vous rencontrez. Et des fois, le marteau peut être utile. Alors, quand je dis marteau, je dis allopathique, c'est-à-dire des fois, il faut savoir très fort, c'est parce que c'est le bon outil. Mais ce n'est pas toujours avec un marteau que vous allez résoudre tous les problèmes. On est bien d'accord. Et justement, dans l'outil, est-ce que l'outil important, on peut aussi le rajouter, l'eau informée aussi, qui est important? Ce n'est pas la question, puisque l'homéopathie, c'est la médecine, mais le médicament, c'est l'eau informée. Donc, on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre l'homéopathie, il faut évidemment que vous acceptiez l'idée que l'eau puisse mémoriser des informations. Parce que si vous n'acceptez pas ça, il ne peut pas y avoir d'homéopathie. Puisque le principe, c'est de mettre quelque chose dans l'eau et de diluer, de dynamiser, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus que l'eau. Et donc voilà, là, vous êtes face à un problème. S'il n'y a plus que l'eau, il faut absolument que l'eau ait gardé quelque chose, une mémoire de ce qu'elle a contenu. Et c'est là où, bon, évidemment, l'électromagnétisme, la théorie quantique des champs nous aide beaucoup. Parce que si vous n'avez pas cette physique en tête, évidemment, c'est incompréhensible. Tout à fait. Ok. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler aussi, parce que vous allez faire quelques conférences, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les prochaines conférences que vous allez faire? Alors là, ça va être plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de conférences qui étaient prévues en 2024. Mais à cause de mes problèmes de santé, j'ai dû tout annuler, ou du moins suspendre. Tout était lié à l'opération qui a eu lieu la semaine dernière. Je ne savais pas du tout dans quel état je serais après l'opération. Les médecins m'avaient dit mais rassurez-vous, vous pourrez reprendre vos activités dès le lendemain. C'est pour ça que j'ai été opéré le mercredi, le jeudi, ils m'ont foutu à la porte en me disant ça y est, vous êtes guéri. Moi, j'y croyais pas beaucoup, mais la réalité est là. Oui, effectivement. Un jour après l'opération, j'étais pleinement opérationnel. Ça, je ne pouvais pas le savoir avant d'avoir fait l'opération, donc j'avais tout annulé. Maintenant, je vais progressivement reprendre mon activité. Donc, bien sûr, il y a des choses incontournables que je veux absolument faire. C'est le Festival de musique des plantes de Gaujac, donc en août 2024, ouais, c'est ça. Donc là, la musique, c'est quelque chose qui me motive beaucoup en ce moment, et surtout la musique avec les plantes. Donc là, il y aura ça. Il y aura aussi probablement des interventions dans des congrès, comme d'habitude, de naturopathie, de médecine dite douce ou alternative. Partout où on parle d'homéopathie, en général, j'ai mon petit mot à dire sur le sujet, puisque je travaille là-dessus, comme je vous l'ai dit, depuis 40 ans. Donc je commence à avoir un bon recul. Et c'est toujours pareil, au départ, quand vous essayez d'expliquer, c'est compliqué, mais plus vous vieillissez, plus ça prend de l'âge, et plus c'est facile de simplifier et d'aller tout de suite à l'essentiel. Donc ça, c'est maintenant les messages que je fais. Avant, mes conférences étaient plutôt techniques, très scientifiques. Aujourd'hui, elles vont être beaucoup plus orientées vers des ouvertures non scientifiques, c'est-à-dire un langage le plus simple possible, tout en restant proche de ce qu'on veut expliquer, c'est-à-dire de la méthode scientifique, évidemment. Oui, mais est-ce que justement, juste que par rapport que vous avez changé votre méthode, qu'elle soit beaucoup plus simple, est-ce que c'est parce que aussi votre, on va dire, les personnes qui regardent, justement, ils veulent que c'est une nouvelle comment dire, génération où il faut parler de choses claires et simples pour qu'on puisse comprendre? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en science, on a toujours eu le véhicule de la connaissance privilégiée qui est l'écrit. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tout ce que je dis dans les conférences, c'est publié. C'est-à-dire, Oui. en général, c'est à ça qu'on reconnaît un scientifique, c'est qu'avant de parler, il publie. Il écrit. Il écrit ce qu'il a à dire. C'est jugé par ce qu'on appelle les pairs. Il y a les spécialistes du sujet, ils lisent ce que vous avez écrit et disent oui, ça va, ça va pas. Et il y a un petit aller-retour comme ça jusqu'à ce que finalement ce soit accepté ou pas. Parce que si vous écrivez n'importe quoi, évidemment, les experts vous disent non, mais ça, c'est n'importe quoi. Et donc, vous vous retrouvez, vous avez écrit et c'est pas publié. Donc, quand c'est publié, vous avez mis tout à l'heure la liste
de mon palmarès académique. Ça, Oui, c'est je la vais la marque. remettre. Il publie et il est cité. C'est-à-dire que on a l'article qui est accepté, et puis ensuite, il y a les citations, c'est-à-dire le fait que non seulement on a écrit quelque chose, mais on en parle. C'est-à-dire que d'autres articles reprennent ce que vous avez écrit et disent « Ah ben tiens, machin a dit que… » Donc ça, c'est le côté scientifique, c'est la lecture, l'écriture. Ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, dans notre société de 2024, c'est que les gens ne lisent plus. Ou du moins, pas tous, mais beaucoup ne lisent plus. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des vidéos. C'est-à-dire de l'information avec des images et du son. Et s'il n'y a que le son, déjà, c'est compliqué. Il faut absolument qu'il y ait des images. Alors, c'est là où, en tant que scientifique, ça pose un problème, parce que nous, on n'est pas habitués à ce genre de communication. Nous, on est habitués à l'écrit, les gens lisent, ils réfléchissent, ils se font une opinion. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Alors, évidemment, quand vous êtes avec cette nouvelle façon de diffuser l'information, qui est la vidéo, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous faites à l'écrit, c'est-à-dire des équations, et puis expliquer pas à pas. Vous devez aller à l'essentiel, transmettre votre message et l'illustrer. Tout à fait. C'est une autre façon. Adaptable. Voilà, c'est une autre façon de communiquer. Alors, j'essaye de me mettre dans le moule. Hein. Pour moi, c'est pas facile parce que je suis de la vieille école, celui de l'écrit et de la lecture. J'essaye de me mettre dans le moule. Alors, depuis quelques années, je pense que j'ai fait quand même pas mal de vidéos et que ça passe plutôt bien. C'est-à-dire que j'arrive à avoir un langage à la fois scientifique, mais aussi rigoureux et compréhensible. Mais ça ne vient pas tout de suite. Hein. Il faut un peu d'entraînement. Ouais. Vous avez mis combien de temps justement pour que vous vous adaptez? Ah ben c'est très simple. Hein. J'ai pris ma retraite en 2021. Alors quand je dis la retraite, en fait c'est un très mauvais terme. J'ai pris ma retraite de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'avant 2021, en tant que professeur des universités, vous devez faire des cours. Oui. En amphithéâtre, donc devant des étudiants. Et là, pas question de… Là, vous pouvez aller dans les équations et dans les détails, puisqu'ils sont là pour se former et apprendre. C'est ça. Jusqu'en 2021, je n'avais pas beaucoup de temps pour faire une science dépouillée de tout ce qui est inutile pour garder l'essentiel. Je faisais mon job d'enseignant. Après, il y avait la recherche, évidemment. Je dirigeais un laboratoire de recherche en chimie avec une équipe. Et hors de question de travailler sur la mémoire de l'eau. Vous gardez votre poste, c'était hors de question. Donc, la mémoire de l'eau, c'était quelque chose qui était en sourdine. Je le faisais pendant les week-ends. Alors, double peine. Vous travaillez la semaine pour l'université, et puis en week-end, vous faites en fait ce qui vous plaît. Vous vous intéressez à l'eau, la conscience, la musique. Et ça, évidemment, vous ne pouvez pas en parler en amphi, hein, parce que c'est pas pour ça que vous êtes payé. Donc voilà, et puis alors, arrive 2021. Bon, je ne vais pas faire un dessin, tout le monde a vécu cette époque. Donc il y a eu cette grande mascarade. Et j'avoue que ce qui s'est passé en 2021 m'a dégoûté de la science. Avant 2021, je pensais que la science était quelque chose de sérieux, d'objectif, on œuvrait pour le bien de l'humanité. J'avoue qu'en 2021, j'ai pris des claques dans la figure qui m'ont fait savoir qu'on pouvait être scientifique et complètement vendu à des intérêts financiers. Ouais. Je pense qu'on a tous été dans le même cas. Hein. Oui, non, mais moi, je l'ai été plus particulièrement. Oui, tout à fait, parce que vous venez de ce milieu. J'avais mes illusions d'œuvrer pour le bonheur de l'humanité en étant scientifique. Et là, je me prends en pleine figure des exemples où des scientifiques se sont permis des choses, bon, je ne veux pas être méchant, mais qui sont atroces. Je veux dire, on ne peut pas valider ça. Et donc, j'avais la chance de pouvoir prendre ma retraite. C'est-à-dire que l'université m'avait dit, soit vous continuez pour 4 ans, je pouvais continuer encore 4 ans à faire ce métier, soit vous prenez votre retraite, et puis on parle plus de… Vous fermez votre labo, vous arrêtez vos cours, puisque d'autres les feront à votre place. Et j'avoue que cette situation qu'on a connue en 2021 m'a fortement incité à prendre ma retraite, à me mettre en retrait de l'activité scientifique universitaire. Et évidemment, quand vous n'avez plus d'enseignement à faire, quand vous n'avez plus à diriger un laboratoire de recherche, quand vous n'avez plus à justifier en permanence que vous êtes bon scientifiquement, et bien forcément, si vous ne voulez pas rester à regarder les petits oiseaux faire cuit-cuit en buvant des bières, ce qui n'était pas mon cas, si vous voulez continuer à avoir une activité scientifique, eh bien vous allez vous changer un petit peu votre façon de voir les choses. Et donc depuis 2021, j'ai eu beaucoup de temps pour m'intéresser à des choses qui sont importantes maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que le monde vibratoire, est-ce qu'on peut soigner avec des ondes, est-ce qu'on peut soigner avec de la musique, est-ce qu'on peut avoir une influence sur la matière par la conscience. Tous ces sujets avant me passionnaient, mais je ne pouvais pas m'y consacrer à temps plein, alors qu'à la retraite, ça devient beaucoup plus facile, puisque vous avez votre temps à vous, et il n'y a plus à rendre de compte. Les gens, en fait, s'en foutent. Maintenant, alors, au départ, j'avais essayé de garder un lien avec l'université via ce qu'on appelle le statut d'éméritat, oui. Donc professeur émérite. Ça veut dire que je continuais à pouvoir faire une activité universitaire au sens de laboratoire, je restais dans un laboratoire, et puis au bout de 3 ans, donc ça c'était en 2023, il fallait renouveler l'éméritat, et là on m'a dit non, monsieur Henry, ce que vous faites n'est pas en cohérence avec ce qu'on attend d'un professeur d'université. Donc là, ça m'a complètement libéré. De dire. Maintenant, je ne suis même plus lié par l'éméritat, je suis ce qu'on appelle honoraire,
C'est-à-dire que j'ai fait mon temps, je ne fais plus officiellement partie de l'université, mis à part par ce titre d'honorariat. On honore mon travail, parce que j'y suis quand même resté plus d'une trentaine d'années. Donc on vous honore pour ce que vous avez été fait, mais vous n'êtes plus dans le jeu. Oui, bah oui. Et quand vous n'êtes plus dans le jeu scientifique, ça vous libère. Comme je l'ai dit dans une autre interview, j'avais des ailes, elles étaient bridées. Maintenant, je peux déployer mes ailes, plus personne n'est là pour me dire ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. C'est moi qui décide, et c'est tant mieux comme ça. Ouais. Et justement, avec le recul aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez pensé, ce que vous avez pensé en 2020, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous confirmez par rapport aux scientifiques, mais sinon, avec le recul, vous dites, ah oui, mais non, quelque part, je me suis peut-être trompé, ou ils sont vraiment tous comme vous l'avez dit? Ah non, non, ils ne sont pas tous. Là, il ne faut pas généraliser. Oui, oui, pas tous, oui, oui. La majorité. Oui. Je veux dire, mais ce n'est pas trop leur faute. C'est qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, le gouvernement. Le système. Oui, enfin en France, c'est le gouvernement qui décide des crédits qui sont alloués à la recherche. Avant, moi, quand j'étais professeur, on avait des crédits qu'on appelait automatiques. C'est-à-dire le gouvernement, via les impôts des Français, mettait de l'argent dans la recherche et dans l'enseignement. Oui, j'ai connu ça aussi. Ouais, ben oui, mais aujourd'hui, cette source-là, c'est tarie. Pour des raisons que je ne veux pas analyser, qui sont politiques, économiques, moi je ne veux pas savoir, mais il n'y a plus d'argent public dans la recherche universitaire et scientifique. Donc que voulez-vous que fassent les scientifiques? Ils ont besoin d'argent pour faire les manips. Eh bien, ils se tournent vers le privé. Ouais. Il y a des privés, des entreprises qui, elles, ont des intérêts financiers très clairs, et surtout des objectifs, et qui financent de la recherche dans un but bien précis. Et vous, en tant que scientifique, bah, vous êtes bien content d'avoir l'argent, et puis bah, oui, si les buts ne sont pas très nobles, bah, vous faites tête basse, et puis vous encaissez l'argent, puis vous faites ce qu'on vous dit. Donc, beaucoup de scientifiques sont dans cette situation-là, c'est-à-dire, comme il n'y a plus d'alimentation automatique via le gouvernement et l'État, on prend des financements privés qui sont orientés et finalisés. Voilà, alors sauf certains puristes, il y en a, mais alors à ce moment-là, eux, ils peuvent fermer leur labo, hein, et aller vers des sujets qui sont plus théoriques, qui ne demandent pas d'investissement financier, plus que vers des choses pratiques, des expériences. D'accord. Mais vous, et après on va continuer sur le sujet qu'on devait aborder, mais vous, tout le long de votre carrière, quand vous avez fait des recherches, s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à leurs attentes à eux, est-ce qu'on vous disait ah non, ça ne va pas, vous recommencez à refaire ça et vous me le retournez Moi, j'ai eu la chance de n'avoir que des crédits publics. C'est-à-dire les contrats privés, j'en ai eu, mais c'était 10% de mon budget de recherche. 90% venaient de l'État. Et à l'époque que moi j'ai connue, si les crédits venaient de l'État, c'était liberté totale. C'est le privilège d'être universitaire, hein. Vous aviez une liberté totale de recherche. C'est-à-dire, peu importe le sujet que vous travaillez, le principal, la seule chose que vous ne pouviez pas faire, c'est dépenser l'argent et ne pas le justifier par une publication. D'accord. À partir du moment où vous receviez de l'argent public et que vous faisiez des publications, vous avez encore à l'écran, là, ça s'affiche, vous voyez, j'en suis à 13 341 citations, je suis à peu près à plus de 200 papiers publiés. Du moment que vous publiez et que vous êtes cité, l'État estimait que l'argent était bien investi. Voilà, donc ça, c'était le deal. Vous faites ce que vous voulez, vous travaillez sur le sujet que vous voulez du moment qu'il y a des publications et qu'il y a des citations qui sont derrière. Si par contre, vous prenez l'argent de l'État et que vous ne publiez pas, là, il y a un problème. Et vous êtes ennuyé. Donc moi, comme j'ai toujours publié que 90% de mes budgets venaient de l'État, de l'argent public, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus d'argent qui vient de l'État, vous êtes obligé de travailler avec le privé. La situation est très différente. Mais là, maintenant, je suis à la retraite, ça ne me concerne plus. Ouais. Et justement, vous êtes rendu compte de basculement de l'État au privé, ça a commencé à partir de quand? Ah ben là, je ne vais pas faire. Alors, je suis un peu ennuyé, mais c'est depuis qu'on a un certain président. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est clair, je veux dire. Oui. J'ai jamais beaucoup aimé les présidents de la République, que ce soit les François Hollande, les Nicolas Sarkozy. Je ne les portais pas dans mon cœur, mais on avait encore des crédits publics. Là, avec celui qui est actuellement en place, ça fait combien de temps qu'il est en place? Ça fait 7 ans, je crois. Ouais, bientôt, oui. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, il a vendu la France. Donc, il a tout dilapidé. Il n'y a plus d'argent pour la recherche publique, pour la recherche université, et puis il a vendu tout ce qui était les fleurons de l'industrie française. Donc, qu'est-ce que je vous dise? La cause, l'origine du problème, elle est bien connue. On est bien d'accord, tout à fait. Ok. Et bien justement, la photo, moi qui ne comprends rien du tout à l'anglais, vous allez peut-être nous éclaircir sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La photo. La photo de quoi? Vous la voyez pas, la photo, si? Oui, si, je la vois, mais... Ah, ben ça, c'est la liste de toutes les publications. Bon, j'en ai plus de 200. D'accord. Donc, j'en ai sorti, parmi les 200, celles qui sont plus spécifiquement en lien avec ce qu'on va parler ce soir, c'est-à-dire l'entropie. Yes. Okay. Si vous dites entropie à... Bon, alors, comment on va appeler ça? Le citoyen moyen. La plupart des citoyens vont ouvrir les yeux ronds.
Par contre, si vous dites énergie, ah, là, vous allez avoir quelques lumières qui vont s'éclairer dans la plupart des yeux. Mais entropie, ça ne parle à personne. Oui. Ou si ça parle à quelqu'un, c'est plutôt en négatif. Alors, bon, moi, je suis une des rares personnes à défendre le concept d'entropie, à dire que c'est beaucoup plus fondamental que le concept d'énergie. Et c'est là où je suis un peu ennuyé, c'est que dans la presse, dans ce qu'on appelle les informations, la télé, les médias, on parle toujours d'énergie, on ne parle jamais d'entropie. Alors, le seul truc qui est intéressant dans l'univers, c'est l'entropie. L'énergie, on n'en a rien à foutre. Et donc, même, c'est l'énergie qui pose problème. Et comme toujours, dans un monde qui est pervers, c'est l'énergie qui pose problème et on parle que de ça. L'entropie qui, elle, ne pose pas problème et qui est à l'origine de la vie, eh bien, on la dévalorise et on dit que c'est une mauvaise chose. Vous voyez la perversité, c'est-à-dire qu'on inverse. On fait jouer à l'énergie le rôle de l'entropie, et puis on ne parle pas de ce concept, ou du moins quand on en parle, c'est toujours en négatif. On vous dit, alors ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis battu pendant des années, cette phrase qu'il faut absolument bannir, l'entropie, c'est le désordre. Une fois que vous avez dit ça, si vous voyez... Voilà, c'est pas ça, c'est que si vous voyez du bordel quelque part, vous dites, oh là là, c'est de l'entropie, et vous mettez sur le dos de cette variable extrêmement importante quelque chose qui est complètement négatif. Voilà, alors que l'entropie, non, c'est la vie. Il n'y aurait pas de vie sans entropie. Donc tous les papiers que vous voyez là sont des articles scientifiques publiés qui sont cités. Alors en particulier, bon, il y en a qui sont en relation avec la musique, il y en a qui sont en relation avec l'information. Et puis c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est que j'aime bien que les choses soient pratiques. Donc je travaille avec un médecin qui s'appelle Laurent Schwartz. Et on a fait toute une série de papiers pour expliquer qu'on peut classer les maladies en fonction de ce critère anthropique. Et que quand on prend ce critère pour classer les maladies, la médecine se simplifie considérablement. Et on peut même traiter des maladies terribles comme le cancer, avec des idées qui peuvent sembler complètement théoriques et hors de propos. Donc voilà, j'ai mis cette liste parce que bon, pour ceux que ça intéresse, au moins ils peuvent creuser. Je dis des choses et tout est publié dans ces papiers. Et donc il suffit d'aller les lire pour ceux qui sont motivés. Yes. Alors justement, quels sont les principes de base pour expliquer le système des vivants en entropie? Alors voilà, ça c'est une image que j'aime bien. Ça résume tout ce qu'on peut dire sur l'entropie. Alors, vous voyez ici ma passion pour la musique. Oui. C'est-à-dire j'ai mis alors comment on appelle ça? Un bandwagon en anglais. C'est-à-dire, band en anglais c'est un orchestre, et wagon c'est un wagon. Donc c'est un orchestre qui joue dans un wagon. Et puis, j'ai mis les mots-clés, en fait, qui sont derrière l'entropie. Alors, l'entropie, c'est le terme technique scientifique. Et puis, il y a les mots-clés qui sont derrière, indétermination, bit, information, message, choix, données, avec quelques noms de grands scientifiques qui ont marqué, qui ont vraiment compris ce que c'était l'entropie, comme Shannon, Wiener, Brillouin, donc qui sont les musiciens, en fait, ceux qui ont mis en musique l'entropie. Alors, évidemment, modestie oblige, je ne me suis pas mis. Moi, je suis le spectateur, celui qui regarde, et j'explique en quoi ces grands noms ont contribué à mettre en place ces systèmes d'entropie. Et donc là, vous avez les mots-clés. Il y en a un qui est en particulier très important, c'est le mot information. C'est-à-dire, partout où vous dites information, en fait, vous dites entropie. C'est une autre façon de dire entropie. Plutôt que d'utiliser un terme qui est très ancré dans le 19e siècle, la thermodynamique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la force liée à la chaleur. C'est comme ça qu'est né le concept d'entropie. Aujourd'hui, en 2024, vous parlez d'information. Partout où vous parlez d'information, vous parlez d'entropie. Il y a aussi le mot indétermination. C'est-à-dire que derrière l'entropie, il y a aussi la chose que vous ne pouvez pas tout connaître avec précision. Il y a forcément des zones d'ombre, des zones d'indétermination. Et dans l'indétermination, vous retrouvez la grande physique du XXe siècle, qui est la physique quantique, qui elle, a amené de l'indétermination, de l'incertitude, dans une physique qui, avant, était très certaine et déterministe. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le monde est ce qu'on appelle quantique, c'est-à-dire indéterminé. Il n'est pas déterminé par des équations mathématiques au sens où l'avait conçu un Newton ou un Maxwell. On est vraiment dans un monde où l'indétermination et l'entropie jouent un rôle crucial. Après, pour ceux qui sont non scientifiques, vous avez le mot choix. Partout, vous devez choisir entre plusieurs alternatives. C'est de l'entropie, en fait, qui est mise en jeu. Et voilà, leur message aussi, évidemment, ça c'est lié à l'information. Et bit, pourquoi bit? Parce que l'information, si vous voulez la caractériser, avant la naissance de l'ordinateur, on ne savait pas très bien ce que c'était. Bon, l'information, mais depuis l'ordinateur, on sait très bien que c'est une suite de 0 et de 1. Ouais. Et que si vous avez cette suite de 0 et de 1, l'ordinateur, il sait faire des choses extraordinaires. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, Oui. c'est-à-dire ce qu'est capable de faire un ordinateur. Donc moi, je n'aime pas beaucoup ce terme d'intelligence artificielle parce que pour moi, l'intelligence est reliée au fait d'être composé d'eau. Or, un ordinateur n'est pas composé d'eau, donc il ne peut pas être intelligent, au sens où moi je pense à cette notion. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un expert. Pour ça, on peut parler de système expert très performant, ça c'est vrai. Et ça, c'est sa capacité à manipuler des 0 et des 1 de façon très rapide et très performante.
Mais ce n'est pas d'intelligence, hein, c'est simplement de la technicité. Oui. Voilà, donc là, vous avez un petit résumé de si le terme entropie ne vous plaît pas, pour des raisons X ou Y, parce que c'est trop technique, vous pouvez utiliser n'importe quel de ces termes, c'est synonyme. Yes. Et justement, quel est le lien entre l'entropie et l'incertitude dans les contextes de la théorie de l'information? Bah, c'est justement ça qui est fondamental, c'est que l'information, si vous voulez avoir une certitude, il faut qu'elle soit infinie. Mmh. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr de ce dont vous parlez, vous devez donner une suite infinie de 0 et de 1. Et ce que nous apprend la nature, c'est que rien n'est infini. Tout est fini. Donc à partir du moment où vous devez couper votre suite de 0 et de 1 quelque part, parce que votre capacité mémoire, elle est saturée, vous ne pouvez pas en mettre plus, bah forcément, le reste sera indéterminé. Et donc, dès que vous mettez en jeu cette notion que le monde est fini, l'indétermination arrive automatiquement, parce qu'elle est liée à l'information, et que l'information, par le théorème de Shannon, est liée à l'entropie. Oui. Et bien justement, comment mesure-t-on l'entropie d'un système d'information selon la théorie de Shannon? Alors, là, on prend le problème à l'envers. Aujourd'hui, on sait que l'entropie est équivalente à l'information, qui est le théorème de Shannon, mais au 19e siècle, on n'en était pas du tout là. Mais peu importe, on va prendre, on est en 2024, donc prenons la chose moderne. En fait, c'est très simple, c'est le mot choix. Vous avez une situation en face de vous, peu importe laquelle. Vous voulez la décrire. Vous allez poser des questions. Par exemple, vous avez devant vous un objet. Quelle est la première question qui vous vient à l'esprit? Répétez la question, je n'ai pas entendu, je suis désolé. Devant vous un objet, une matière. Oui. Un objet matériel, hein, quelque chose que Oui. vous voyez. Vous ne touchez pas, vous n'avez pas le droit. Vous le voyez, par contre, vous avez le droit de l'observer. Quelle est la question que vous posez? Bah, comment il va? C'est une drôle de question. Moi, je dirais, est-ce qu'il est rond? Vous voyez la question? Ouais. Oui. J'ai répondu oui. Non, mais peu importe. De deux choses l'une. Ou votre objet est rond et vous devez répondre oui. Ou il n'est pas rond et vous devez répondre non. Tout à fait. Voilà, vous posez une question. Est-ce que l'objet est rond? Mais une question affirmative. Pas une question ambiguë. Hein. Tout à fait. Est-ce que l'objet est rond? Et vous n'avez que deux réponses. Oui Soit ou non. il est rond et vous dites oui, mais vous n'en savez pas plus. Vous savez juste qu'il est rond. Oui. Soit vous dites non et vous en savez encore moins. Vous ne savez toujours pas ce que c'est. Alors que vous dites oui, que vous dites non, vous ne savez toujours pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas le décrire. D'où l'idée de poser une deuxième question. Est-ce qu'il est rouge? Non. De nouveau, s'il est rouge, vous répondez oui. S'il n'est pas rouge, vous répondez non. Et ainsi de suite. C'est-à-dire l'entropie mesure le nombre de questions que vous devez poser pour pouvoir avoir une bonne idée de ce que vous avez en face de vous. Alors, ça peut être 3 questions. Ça peut, par exemple, si vous prenez une sphère parfaite, si vous dites est-ce que c'est rond et que vous répondez oui, non, le jeu est terminé. Parce que vous avez la réponse, c'est une sphère. Mais si c'est un objet plus compliqué, il va vous falloir beaucoup de questions de ce style pour pouvoir préciser à quoi vous avez affaire, pour pouvoir décrire l'objet que vous voyez. Et l'entropie, ça mesure ça, justement. Combien de questions je dois poser, où je dois répondre par oui ou par non. Alors, c'est là où vous voyez le lien avec l'informatique, c'est que oui, c'est ce qu'on appelle le bit 1, et non, c'est ce qu'on appelle le bit 0. C'est-à-dire que votre suite de questions, vous pouvez l'interpréter comme une suite de 0 et de 1. Et si cette suite de 0 et de 1 est suffisamment longue, vous savez exactement de quoi vous parlez, avec une certaine indétermination, qui est le point où vous arrêtez de poser des questions. Il y aura des choses qui resteront indéterminées. Parce que pour les connaître, il faudrait poser encore plus de questions. Mais vous vous arrêtez parce que vous estimez qu'à partir d'un certain nombre de questions, vous avez suffisamment d'informations pour savoir à quoi vous avez affaire. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est une souris? J'en sais rien. Mais chaque matière a sa quantité d'informations, donc a son entropie. C'est un petit peu l'idée qui est derrière. Mais ce système, justement, d'entropie, il est super intéressant pour faire travailler sa mémoire ou faire travailler son cerveau. Ça nous entraîne. Ah ben ça vous oblige à poser des questions. Et à poser des questions intelligentes. Et surtout à ne pas poser 36 fois la même question. Donc oui, l'entropie, ça vous permet de pouvoir agir de façon cohérente et de progresser dans la vie. Parce que sinon, vous stagnez. Par exemple, si je vous dis est-ce que l'objet est rond, vous me dites oui. Est-ce que l'objet est rond? Vous dites oui. Est-ce que l'objet est rond? Vous me dites oui. Est-ce que l'objet est rond? Vous me dites oui. Ben, on ne progresse pas. Donc vous voyez, ça vous oblige à sortir de dire bon, c'est rond, mais qu'est-ce qui peut être rond et qui a une couleur, qui contient par exemple un logo, voilà, donc l'entropie vous oblige à être curieux, à en savoir plus. Et surtout, c'est ça qui pour moi est fondamental, elle vous oblige à communiquer. C'est-à-dire que vous voyez l'objet, à la limite, vous n'avez pas besoin de poser toutes ces questions. Vous le voyez, vous dites, vous en faites une idée. Mais si vous voulez transmettre ça à quelqu'un d'autre, c'est là où vous avez besoin de l'entropie. Tout à fait. Avec la meilleure précision pour que l'autre sache de quoi vous parlez.
et qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire que vous voyez un chien et qu'il ne pense pas que c'est un chat. Tout à fait. L'entropie vous oblige à être précis, de mettre suffisamment de questions pour être sûr que quand vous allez transmettre le message, en disant voilà de quoi je parle, l'interlocuteur va le recevoir et comprendre de quoi vous parlez, et qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est ça que l'entropie amène, cette obligation d'amener un minimum d'informations. Après, il ne faut pas en amener trop non plus, parce que si vous en amenez trop, la personne peut ne pas assimiler tout ce que vous amenez. Donc c'est là où il y a un optimum. Il faut à la fois donner suffisamment d'informations, mais pas trop. Je comprends maintenant pourquoi vous vous intéressez à l'entropie, parce que vu que vous avez justement parlé de la mémoire de l'eau, et dans la mémoire de l'eau, l'entropie est primordiale, on va dire. Oui, bien sûr. C'est très lié, puisque la mémoire de l'eau, c'est la quantité d'informations que je peux mettre dans l'eau. Il faut que cette quantité d'informations soit suffisamment précise pour que je sache de quoi je parle, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'informations, parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus du tout de quoi on parle, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, donc on est au cœur du problème. Et est-ce que dans vos recherches, vous avez pu mesurer la quantité d'informations qu'on peut mettre dans l'eau, approximatif? Non, ça, c'est pas le côté qui, moi, me passionne. Théoriquement, on peut, hein. On pourrait mesurer la quantité d'informations, mais il y a aussi quelque chose dont il faut parler, c'est que dès que vous parlez entropie, vous parlez transmission d'informations. Oui. C'est-à-dire, j'ai une information, je la transmets dans un canal. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un émetteur, un récepteur. Mais l'information en elle-même, la suite de 0 et de 1, en soi, elle ne veut rien dire. Ce n'est jamais qu'une suite de 0 et de 1. Ce qui va faire que cette suite est compréhensible, c'est ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire dans quel contexte je l'émets et dans quel contexte je la reçois. Sachant que ce contexte, lui, n'est jamais transmis. Et c'est là où on a besoin qu'on comprend l'importance de la physique quantique. Parce que ce contexte, en physique classique, il devrait être aussi transmis pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mais comme on est en physique quantique, le contexte, il est là, en fait. Il est partout. Et il suffit, vous, l'émetteur, de penser, ça définit un contexte, vous envoyez le série de bits dans le tuyau, le récepteur, lui, il a son propre contexte, il reçoit ça, et il faut qu'il y ait une résonance entre les deux contextes. On dirait qu'il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est ça. Parce que sinon, la même suite de 0 et de 1 peut être interprétée complètement différemment. C'est ça. Donc c'est là où on voit l'importance d'être dans un monde de non-localité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout transmettre. Il y a des choses qu'on peut partager sans aucune transmission. Donc ça passe par ce qu'on appelle le monde quantique, la non-localité, le fait que je n'ai pas besoin de mesurer pour savoir dans quel état je suis. Il y a des choses qu'on peut accéder. Et l'entropie, elle joue sur ces deux choses-là. Mais c'est intéressant parce que ça, on peut le voir quand vous allez vous donner une information à une autre personne, et au fur et à mesure que cette personne la transmet à quelqu'un d'autre, le maillon de la chaîne, au bout, souvent, elle est déformée, l'information du départ. C'est pas qu'elle est déformée, c'est qu'elle est mal interprétée. Donc, d'où l'entropie qui est important. Voilà, et donc, parce que déformer l'information, ça, c'est autre chose. On peut la déformer par la ligne de transmission, c'est-à-dire on envoie des 0 et des 1, et puis il se trouve que comme il y a des fluctuations, le 0 qu'on a envoyé, par les fluctuations, il devient 1. Donc là, l'information a été transformée. On n'en parle pas de ça. On suppose que la transmission est fidèle, c'est-à-dire que ce qui est à l'entrée est pareil que ce qui est à la sortie. Par contre, le contexte, il est important qu'il soit le même. Oui. Parce que si ce n'est pas le même contexte, la même information sera interprétée de deux façons différentes. Vous envoyez une information en pensant que celui qui va la recevoir va faire ça, et puis celui qui la reçoit, lui, il fait autre chose, parce qu'il a mal interprété l'information à cause du contexte. D'où l'importance de toujours s'assurer que les contextes sont bien identiques. Et c'est là où on va dire des banalités, hein, mais bon, tant pis, on va les dire. C'est quoi le contexte? C'est l'éducation. C'est-à-dire, quand vous allez à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On vous apprend des informations, on vous apprend. Voilà. C'est-à-dire, la France, c'est ça, il y a ceci, il y a cela. Ce qui vous permettra après, dans ce contexte, de comprendre ce que dit un Français à un autre Français. D'où aussi les mésententes. C'est quelqu'un qui est allé à l'école allemande, qui n'est pas le même système éducatif que le système français, recevant la même information, ne prendra pas la même décision. Parce que le contexte n'est pas le même. Donc c'est là où il faut que les gens apprennent à partager leur contexte. Et il n'y a qu'une seule façon de partager le contexte, c'est par le vécu. C'est-à-dire la tolérance, admettre connaître le système éducatif de celui qui vous envoie le message. Et de même, celui qui envoie le message doit connaître le système éducatif de celui qui va le recevoir, pour qu'on puisse fonctionner de façon harmonieuse et qu'il n'y ait pas de malentendus. Vous voyez, ça va très loin. Hein. Oui. Et justement, pourquoi cette photo Rudolf Julius Emmanuel Clusius? Parce que là, comme je vous ai dit, vous avez pris le problème à l'envers. Oui. C'est-à-dire, vous êtes parti de 2024, l'entropie, c'est l'information. C'est très bien, hein. Aujourd'hui, au 19e siècle, vous voyez, Clausius, il est né en 1822, et là, commence à se poser la question de ce que c'est que l'entropie. Alors, l'entropie, à l'époque, on n'en sait rien du tout.
Par contre, on sait qu'il y a une chose qui existe, c'est la chaleur. C'est-à-dire qu'il fait chaud et qu'il fait froid. Et le monsieur que vous voyez, là, le barbu, alors, ça illustre bien ce que je viens de vous dire. C'est que je vais vous donner de l'information, mais je vous la donne en langue allemande, alors que je ne suis pas français, parce qu'il faut que je vous donne l'information et le contexte. Et il se trouve que le concept d'entropie est né dans l'esprit d'un Allemand. Donc c'est important de bien prendre la langue allemande. Donc il dit Energie der Welt ist constante. Constante. Et puis, j'ai mis ça sous la forme d'une tablette, vous savez, quand on voit comme les 10 commandements. Voilà les 10 commandements, on voit Dieu dit à Moïse qui reçoit les 10 commandements. Donc, dit Energie der Welt ist constante. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Et surtout, il y a le second, dit Entropie der Welt strebt einem Maximum zu. Alors, si vous traduisez ça, c'est l'énergie du monde reste constante. Premier principe. Deuxième principe, l'entropie du monde tend vers un maximum. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avec ces deux grands principes, on appelle le premier principe de la thermodynamique, conservation de l'énergie. La deuxième tablette, c'est le principe de l'entropie, c'est-à-dire que l'entropie ne peut qu'augmenter et tendre vers un maximum. Vous pouvez expliquer tout l'univers. Yes. Il n'y a pas besoin de plus. Et on est parti de ça. Avec l'idée, attendez, là, c'est pas fini. Je suis parti trop vite alors. Là, vous êtes parti trop vite. C'est que ça, c'est lié au concept de chaleur. C'est-à-dire que l'énergie, on sait ce que c'est ce qui permet en fait de foutre le bordel. C'est là où, est-ce que vous voyez la perversité du langage aujourd'hui, c'est quand vous dit l'entropie, c'est le désordre. Alors, il y a une expérience que moi j'aime bien, enfin pas une expérience, un fait historique que j'aime bien, c'est, vous savez, il y a eu les explorateurs égyptiens qui ont découvert les pyramides. Oui. Je crois que l'âge des pyramides, c'est 4500 ans à peu près. Hein. Ils entrent dans les pyramides et, au miracle, tout est à sa place. Rien n'a bougé. C'est-à-dire, en 4500 ans, tous les objets sont restés à leur place. Alors que vous avez un principe qui dit que l'entropie, c'est le bordel. Donc, normalement, on se serait attendu, si l'entropie, c'est le bordel, à ce que tout soit en pagaille. Mais non. Tout était parfaitement ordonné. Ils ont pu commencer à classifier. Ils ont tout retrouvé. Par contre, une fois qu'ils sont passés, je peux vous dire que là, c'était le bordel. Parce qu'ils ont tout bougé. Et ce qui met le désordre, c'est l'énergie, c'est pas l'entropie. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez de l'énergie, vous avez du désordre. L'entropie en elle-même ne fait pas de désordre. Par contre, c'est une mesure objective du désordre. C'est-à-dire qu'une fois que l'énergie est passée, elle vous dit, ben voilà, avant, il y avait tel désordre, après, voilà où en est le désordre. Mais ce n'est pas elle la responsable du désordre. Ce qui donne le désordre, c'est l'énergie que vous mettez à déplacer les choses. C'est ça. Et donc, en fait, on devrait, dans notre société, valoriser l'entropie comme mesure du désordre et dévaloriser l'énergie comme source de désordre. Et on le voit bien aujourd'hui en 2024. Je vous rappelle ces images terribles de l'armée russe et de l'armée ukrainienne qui se tapent les unes sur les autres. Ou si vous voulez prendre une autre image, comment était Gaza avant que les Israéliens interviennent. Et vous voyez la conséquence de mettre de l'énergie. C'est qu'après que les Israéliens aient mis de l'énergie dans Gaza, il n'y a plus rien. Tout est cassé. De même, après que les Russes aient mis de l'énergie en Ukraine, il n'y a plus rien, tout est cassé. Alors que ces pays, avant, quand il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait que l'entropie, ils étaient magnifiques. Tout était en ordre et en place. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'entropie qu'il faut critiquer. C'est que l'énergie est là, et que si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez faire beaucoup de bordel. Si par contre, vous avez très peu d'énergie, ben, vous ne pouvez pas faire du bordel. Et donc, on a un gros problème, nous, dans notre société. On valorise l'énergie alors qu'on devrait valoriser l'entropie, c'est-à-dire l'information. Comment je peux garder un système le plus intact possible avec le minimum d'informations. C'est ça. Quand vous avez le minimum d'informations, c'est beau. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'ai publié avec Laurent Schwartz. C'est le problème des maladies. Et c'est le vrai... Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous avez donc le monde bactérien, qui est très simple. Alors bon, j'ai pris une bactérie avec un regard un peu méchant. Mais bon, les bactéries ne sont pas méchantes. Hein. Mais bon, on a tendance à les voir comme ça. Et puis un musicien, quand vous voyez la bactérie et le musicien, il est évident qu'il y a ce qu'on appelle une complexité qui est complètement différente. La bactérie est une chose relativement simple, un être unicellulaire. Le musicien, c'est 13 milliards de cellules. Et non seulement c'est 13 milliards de cellules, mais en plus, ça fait de la musique. Qui est un truc complètement schtroumpf. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette complexité qui a permis aux bactéries de devenir des musiciens, il y a le soleil, en fait. Il y a le fait que le soleil brille. Et que le soleil brille, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il donne de l'énergie, le soleil. Mais surtout, c'est des flux d'entropie qui organisent tout ça. C'est le fait que l'énergie du soleil est transformée en plusieurs types de photons, ce qu'on appelle les photons infrarouges, qui permet donc cette complexification. On a cette augmentation d'entropie qui doit être contrôlée pour passer d'un système unicellulaire à un système multicellulaire. Et tout ça, c'est lié donc à l'entropie. Et on est dans ce qu'on appelle la thermodynamique des processus irréversibles. C'est-à-dire que, évidemment, une fois que cette transformation s'est faite, elle ne se fait plus en sens inverse.
C'est-à-dire que le musicien, il reste le musicien, il ne redevient pas une bactérie, sauf s'il meurt, auquel cas on le met en terre, et là il redevient, il est redécontinué par les bactéries dans ses composants alimentaires. Mais tant qu'il n'est pas mort, donc c'est là où on touche sur le mystère de la vie. Qu'est-ce que la vie? Il y a quelque chose qui est lié à l'entropie et la vie. C'est-à-dire que c'est parce qu'on manipule cette variable d'entropie qu'on est vivant. Si vous n'êtes plus capable de la manipuler, ben vous êtes mort. Et à ce moment-là, vous redevenez constituant élémentaire, vous vous dispersez. Alors que tant que vous êtes capable de créer de l'entropie, ben vous vivez en fait. Et ça, c'est important parce que si vous vous rappelez la photo précédente, dit Energie der Welt bleibt konstant, le premier principe, l'énergie du monde reste constant. C'est-à-dire qu'avant, c'est la même énergie qu'après. Et c'est là où vous voyez le problème de l'énergie, c'est que si c'est la même chose avant qu'après, ben, vous ne pouvez rien expliquer avec ça. Si vous voulez expliquer que les choses se transforment, il vous faut quelque chose qui ne soit pas le même avant et après. Et qu'est-ce que c'est qui a changé entre l'avant et l'après? C'est l'entropie, ce n'est pas l'énergie. Donc c'est là où vous comprenez que dès que vous vous intéressez à l'entropie, vous vous intéressez à la vie. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis complexe? Pourquoi je ne suis pas une bactérie? Tout ça, c'est parce que le soleil brille. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, ben moi je plane. Hein. Bah oui. Mais c'est vrai que même l'entropie, on peut même l'appliquer sur tout ce qui est organisme vivant, c'est-à-dire au niveau de la Terre. Oui, mais c'est la puissance du raisonnement de Clausius. C'est que la chaleur est partout. Imaginez un monde sans chaleur. Il n'y aurait plus rien, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. La grosse erreur qu'on fait, c'est de croire que la chaleur, c'est de l'énergie. C'est ça qui ne va pas. Si vous dites aux gens la chaleur, vous voyez les machines à vapeur, on a l'impression que grâce à la chaleur, on peut faire de l'énergie. Mais non, la chaleur n'est pas de l'énergie. Ça permet de gérer, de transformer l'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'entropie. C'est ce qu'avait compris Clausius, et c'est pour ça que vous avez absolument besoin, si vous voulez comprendre l'univers, de ces deux variables. L'énergie qui ne peut jamais bouger, qui est toujours la même, quoi que vous fassiez, c'est un réservoir qui est toujours constant, et puis vous allez puiser dans ce réservoir de l'énergie en fonction de la température, et là vous avez l'entropie qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt technique, c'est les grandes étapes qui ont permis de comprendre l'importance de l'entropie. Au départ, c'est évidemment le travail de Sadi-Carnot, les machines à vapeur. Après, donc, on a notre fameux Clausius, qui énonce là les deux principes sur les deux tablettes de la loi. Et puis, alors, surtout, le grand pas qui a été franchi, c'est quand Ludwig Boltzmann a compris qu'on pouvait associer à l'entropie ce qu'on appelle un volume. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on dirait une quantité d'informations. Mais à l'époque de Boltzmann, on n'avait pas cette notion. Donc, lui, il parlait de volume de l'espace des phases, c'est-à-dire que quand vous avez un système de matière, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la position et la vitesse. Si vous connaissez la position et la vitesse, qu'on appelle l'espace des phases, et si vous connaissez le volume dans lequel votre système se trouve, dans ce système position et vitesse, vous pouvez avoir une mesure de ce qu'on appelle l'entropie. Et ensuite, on a la grande contribution d'un scientifique américain qui s'appelait Josiah Willard Gibbs, qui lui a justifié théoriquement le principe d'augmentation de l'entropie. Pourquoi l'entropie doit augmenter et atteindre un maximum? Voilà, donc là, on a ça, c'est les grands noms du 19e siècle. Ceux qui nous ont permis de comprendre le lien qui existe entre l'entropie et un système matériel composé de particules qui ont des positions et des vitesses. Grâce à ces quatre personnes, on a su ce que c'était que l'entropie d'un point de vue mécanique. Évidemment, il manquait tout ce que j'en ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que l'entropie d'un point de vue non mécanique, c'est-à-dire information? Et là, ça, c'est une image que j'aime bien. Donc, on va prendre un liquide. Pourquoi un liquide? Parce que, pas vraiment un liquide, on va prendre une substance. Et pourquoi je vais prendre cette substance? Parce que c'est celle qui compose tous les êtres vivants. Moi, ça m'a toujours frappé, c'est quel que soit l'être vivant que vous considérez, que ce soit une bactérie ou que ce soit un musicien, il est toujours fait d'eau. Et pas d'un petit peu d'eau, c'est toujours au moins 95% d'eau. Alors, c'est là où très souvent il y a une incompréhension, parce que quand je dis un système vivant, c'est 95% minimum d'eau, les gens me disent oui, mais c'est pas ce qu'on voit sur Internet ou dans les livres. On vous parle plutôt, par exemple, pour un être humain de 70%. Sauf que là, il y a une arnaque. C'est qu'on vous ment. C'est-à-dire que c'est pas qu'on vous ment, on vous met en erreur en fait. Parce qu'on vous dit un pourcentage. Mais un pourcentage, ça ne veut rien dire, c'est un rapport. C'est-à-dire que vous avez perdu l'unité de ce qu'on a. Vous aviez deux choses qui avaient une unité, et quand vous faites un rapport pourcentage, l'unité disparaît. Et on suppose que l'unité naturelle de quantité de matière, c'est le kilogramme. C'est-à-dire que quand vous allez chez le boucher, vous allez acheter 1 kilo de viande, et ce sera plus cher que si vous en achetez 100 grammes. Et parce qu'on vous dit, oui, sur la balance, il y a plus de matière dans 1 kilo de viande que dans 100 grammes. Sauf que c'est faux. Ce qui mesure en science la quantité de matière, ce n'est pas la masse. La masse, ça mesure l'inertie de cette quantité de matière. C'est-à-dire quelle énergie je vais devoir mettre en jeu pour l'accélérer. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr que c'est lié à la quantité de matière, mais la masse est liée à l'énergie. Elle n'est pas liée à la matière elle-même. Ce qui est important en science, c'est le nombre d'objets que contient cette matière. Ce qu'on appelle en chimie la mole. Alors là, ça fait le cauchemar de tous les étudiants de chimie,
c'est qu'ils arrivent en première année d'université, on commence à les bassiner avec la mole, en leur disant non, vous allez à la balance, mais ensuite, une fois que vous avez les masses, vous convertissez en mol pour comprendre ce que vous allez faire dans votre chimie. Parce que si vous ne convertissez pas en nombre de moles, vous n'y comprendrez rien du tout. Parce que la chimie, c'est une affaire de nombre d'objets, ce n'est pas une affaire d'inertie, d'accélération de ces objets. Et là, vous voyez qu'on retrouve l'entropie, parce que le nombre, ah oui, j'ai nombre d'objets, plus l'entropie est grande. Parce que ça compte toujours, l'entropie est là. Et donc, Oui. quand vous parlez d'un système matériel, vous devez donner le pourcentage en nombre. Et c'est là où intervient aussi la physique quantique, c'est qu'avant la physique quantique, quand vous disiez l'eau, la physique quantique, vous disiez, bah, l'eau, c'est un milieu continu qui est divisible à l'infini. C'est-à-dire, je peux prendre 1 litre, puis 1 centimètre cube, puis 1 millimètre cube, puis 1 micromètre cube. Je peux décomposer comme ça autant que je veux. Et puis, dans les années 1940, arrive la physique quantique, et dit, stop! À un moment donné, vous aurez beau réduire, si vous réduisez le volume comme vous le faites, vous allez tomber sur un problème. C'est que vous arrivez à ce qu'on appelle l'échelle moléculaire, la fameuse molécule H2O, et que celle-là, vous ne pourrez pas la couper. Autant vous pouvez couper l'eau, autant que vous voulez, jusqu'à la molécule d'eau, mais une fois que vous êtes à la molécule d'eau, là, il va vous falloir une énergie de bombe atomique pour casser l'eau. Et donc, pratiquement, on ne peut plus le faire. Ce qui fait qu'à une certaine échelle, l'eau est faite de ce qu'on appelle de molécules d'eau. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est combien j'ai de molécules d'eau dans un être vivant. Et quand vous parlez en molécules et non pas en masse, vous trouvez que l'eau constitue 95 à 99% de la matière d'une substance vivante. Alors évidemment, ça doit vous poser des questions. Si vous avez parce que des nombres de substances chimiques dans l'univers, il y en a une infinité. Et vous avez une infinité de substances possibles, et une seule donne la vie, l'eau. Pourquoi? Là, vous devez commencer à flipper, parce qu'il y a une infinité de molécules possibles, de combinaisons. Il y a 92 éléments dans la classification périodique de Mendeleïev, et parmi les infinités de combinaisons, une seule se retrouve dans tous les êtres vivants, c'est la molécule d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'eau, parce que c'est naturel, elle existe sous 3 états, la glace, le liquide et la vapeur. Et je vous ai mis ici comment varie l'entropie. Quand vous passez de la glace au liquide et à la vapeur, vous voyez que l'entropie augmente. Et non seulement l'entropie augmente, mais la symétrie augmente aussi, l'information aussi augmente. Et on a donc cette courbe en chapeau chinois, c'est-à-dire que quand vous regardez en ordonnée, c'est la complexité, c'est ce qui fait la différence entre une bactérie et un musicien, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut mettre ça en relation aussi avec ce qu'en mathématiques, en théorie d'information, ce qu'on appelle la profondeur logique. Vous voyez qu'au départ, il y a ce qu'on appelle une phase de croissance. Et puis, il y a un optimum. Et vous voyez que cet optimum, il est très pointu. Hein. C'est-à-dire, là, vous êtes vivant. Mais, au moindre écart, soit vous repassez du côté de la glace, soit vous passez du côté de la vapeur. Et dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle la matière inerte. Vous n'êtes plus vivant, vous êtes mort. Donc, vous pouvez mourir soit en cristallisant, c'est-à-dire en baissant votre symétrie, en devenant un cristal, soit vous pouvez mourir en augmentant votre symétrie, en devenant une vapeur. Et toute l'histoire d'être vivant, elle est là. Quel est l'art de ne pas être un cristal et de ne pas être une vapeur? Je peux vous dire que ça demande du boulot. Ouais. Tous les jours. Et c'est très pointu, vous êtes à la limite entre ce qu'on appelle la croissance et le chaos. Et c'est là où j'ai défini, donc, alors, moi j'appelle ça l'eau morphogénique, c'est-à-dire que c'est une forme d'eau informée, en fait, mais informée avec un peu d'information, mais pas trop. Parce que si vous en mettez trop, vous êtes vapeur. Si vous en mettez pas assez, vous êtes cristal. Donc c'est l'idée, c'est pour ça que le liquide est intéressant. Il donne un bon compromis entre le cristal et la vapeur. Et surtout, ça vous donne l'idée qu'il existe, que la vie, c'est pas de l'eau, glace, liquide, vapeur, c'est quelque chose d'informé qui est l'eau morphogénique. Dans morphogénique, vous avez morphos, qui est la forme, et génos, si je crée. L'eau qui crée la forme. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours frappé en tant que chimiste, c'est que si vous prenez une substance, vous prenez n'importe laquelle, un légume par exemple, et que vous le déshydratez, qu'est-ce que vous obtenez? Une forme. Non. Si vous preniez une carotte, si vous prenez une pomme de terre, si vous prenez un fenouil, vous prenez n'importe quoi, vous obtenez toujours une poudre. Ah oui, oui. Il n'y a plus de forme. La forme, elle a disparu. Et à votre avis, pourquoi la forme a disparu? Il n'y a plus d'eau. C'est parti, parce que l'eau est partie. D'où cette idée que c'est l'eau qui donne la forme par l'information qu'elle contient. D'où l'expression eau morphogénique. Donc ça, moi, c'est mon vocabulaire. Maintenant, si vous voulez être plus scientifique, il y a des gens qui parlent du 4e état de l'eau. Là, c'est tous les travaux de Gérald Pollack, qui est un chimiste, très bon ami, chimiste américain, qui lui parle du 4e état. Bon, mais moi, le 4e état, ça ne me plaît pas beaucoup, parce que ce 4e état, c'est pas de l'eau, évidemment. C'est de l'eau qui contient quelque chose. Donc, pour ça, je préfère l'eau morphogénique. Et donc, voilà, vous avez ici la clé de la vie. C'est comment maintenir une quantité d'informations suffisante pour vivre, mais pas trop importante pour ne pas mourir. Juste l'équilibre. Voilà. Mais surtout que c'est un équilibre, je ne sais pas si vous voyez, c'est le cul sur une pointe. Hein. Ah ouais, on est bien d'accord. C'est là où vous comprenez comme quoi c'est très facile de tuer quelqu'un. Il en faut peu. Et vous pouvez le tuer, bien sûr, en lui mettant un poignard dans le cœur, ça c'est évident. C'est, disons, la façon bestiale. Mais vous pouvez aussi le tuer en l'inondant d'informations. Bon, ça c'est un petit peu trop technique. Oui. Je ne vais pas
Je ne vais pas trop commenter. Il faut avoir fait un peu de théorie des groupes, comprendre comment, quand on part du cristal pour aller jusqu'au gaz, on augmente la symétrie. Bon. On va juste le dire comme ça, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Alors ça, oui, ça, c'est plus important. C'est deux grands scientifiques. Ah, j'étais trop vite, excusez-moi, chef. Là, non, là, c'est... Ouais, voilà. Voilà. Alors ça, c'est deux grands scientifiques. À gauche, vous avez Claude Shannon, donc le père de la théorie de l'information. À droite, vous avez John von Neumann, le père de la physique quantique. Comment on peut faire un lien entre l'information et la physique quantique? Eh bien, là, vous avez la clé. C'est que soit vous lisez les mots qui sont en bleu, et vous êtes dans ce qu'on appelle la théorie de l'information, soit vous lisez les mots qui sont en vert, et vous êtes dans ce qu'on appelle la théorie quantique. Alors, j'aime bien cette diapositive parce qu'on a toujours l'impression que la théorie quantique, c'est quelque chose de très mathématique. Quand les gens disent c'est quantique, on a l'impression qu'il faut aligner des équations différentielles et tout. On n'y comprend rien. Là, il n'y a pas d'équation, vous voyez. Il y a juste des mots. Alors, on va oublier la théorie quantique dans un premier temps. On va regarder la théorie de l'information. Pourquoi? Parce que là, c'est quelque chose que les gens, normalement, ont l'habitude, surtout aujourd'hui en 2024, où l'information, elle est partout. C'est quoi la théorie de l'information? C'est dire qu'il y a une source d'information. C'est-à-dire qu'il y a cette source envoie de l'information via un message. Donc, il y a ce qu'on appelle un transmetteur. Après, ce message est transformé en signal codé. Ce signal va dans un canal qui est envoyé vers un receveur, qui est donc là un récepteur, et on régénère un nouveau message qui va donner donc qui va arriver à destination. Là, on a ce qu'on appelle la théorie de l'information, c'est-à-dire comment on peut modéliser toute cette transformation, comment on peut envoyer un message depuis une source jusqu'à un récepteur. Là où c'est plus intéressant, c'est de prendre maintenant les mots verts. Et on va voir qu'il y a une correspondance. C'est-à-dire qu'au lieu de dire de source d'information, on va parler de système. Alors ça peut être ce que vous voulez, une bactérie, un musicien. Le message, c'est qu'on va faire une mesure. Le transmetteur, c'est l'appareil de mesure. La source de bruit qui peut perturber le message, c'est la source d'erreur qui vient de la théorie quantique. Le receveur, c'est un appareil qui va avoir une aiguille en général, un indicateur. Le message, c'est la valeur mesurée. Et la destination, c'est l'observateur. Et là, vous avez toute la structure telle que l'a définie John von Neumann de la physique quantique. C'est-à-dire que vous avez une correspondance entre ce qu'on appelle la physique quantique et la notion de transmettre de l'information. Et comme l'information, c'est de l'entropie, on voit ici le lien très fort. Pourquoi il faut toujours penser en termes d'entropie et jamais en termes d'énergie? Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui veulent bien comprendre qu'est-ce que vient foutre la théorie quantique là-dedans. Quand on parle d'entropie, c'est parce qu'il y a cette analogie qui a été notée en 1946. Et puis, vous voyez, la théorie de l'information date de 48, la théorie quantique date de 46. Ça tombait bien. Bah oui. C'est-à-dire que les deux théories sont arrivées à peu près en même temps, ce qui a permis de faire des liens. Parce que si elles avaient été complètement décalées dans le temps, le lien aurait été beaucoup plus difficile. Ouais. Et comme il est là, il est évident, personne ne peut le nier. On a terminé, je crois. Ah, je crois, oui. Yes. Ah oui. Bon, ça, c'est pour plaisanter. Restons calmes et laissons l'entropie circuler. Mais il y a quelque chose qui m'énerve. C'est quoi? Sur Internet, les réseaux sociaux. Tout le monde parle d'énergie. Laissez circuler l'énergie. Il faut avoir la bonne énergie. Il faut monter son énergie. Aïe, 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 aïe. Mais qu'on arrête. Il ne faut pas baisser votre énergie, augmenter les vibrations. Non, l'énergie. C'est ce qu'on entend tous les jours. Oui, mais l'énergie n'est qu'un moyen. Et comme en plus, je vous l'ai dit, l'énergie, ça fout le bordel. Donc, ce qu'on devrait entendre sur Internet et les réseaux sociaux, c'est que faites circuler votre entropie. Informez-vous. Mais pas trop. Pas trop. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui se gavent d'informations. Et ils ne comprennent pas en se gavant d'informations qui se gavent d'entropie, c'est que l'entropie est une bonne chose, mais en excès, ça vous tue. Et donc, l'information, vous devez en avoir un peu, parce que sinon, là aussi, vous êtes mort par rigidification, vous êtes cristallin. Mais si vous en avez trop, vous êtes mort parce que vous ressemblez plus à l'état vapeur. Et donc, on devrait n'avoir sur Internet et les réseaux sociaux, oublier le terme d'énergie, trouver qu'entropie. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que les gens ils sont perturbés en ce moment. Et c'est pour ça que je te remercie, parce que ce genre d'émission, vous ne la trouverez pas sur la plupart des... Tout le monde parle d'énergie, ou alors de vibration, mais c'est la même chose, parce que la physique quantique vous explique que plus vous vibrez à haute fréquence, plus vous avez d'énergie, donc plus c'est le bordel. Et vous avez ces phrases, vibrez, augmentez vos fréquences de vibration. Non, surtout pas, il faut les baisser. Elles sont trop hautes en général, il faut les baisser, parce que la physique quantique vous apprend que plus la vibration est haute, plus vous êtes ancré dans la matière. Si vous voulez vous libérer de la matière, il faut baisser votre vibration, avoir une fréquence plus basse. Ou, si vous préférez, une longueur d'onde plus grande. Et je pense que c'est là où les gens font la confusion, c'est que augmenter sa longueur d'onde, c'est baisser sa fréquence. Et ils confondent longueur d'onde et fréquence, donc ils veulent monter leur fréquence. Et ça, c'est une catastrophe. Donc là, c'est un combat que, je ne sais pas si j'y arriverai, je pense que je mourrai avant, que les gens utilisent le mot entropie plutôt qu'énergie. Mais peu importe, là, j'ai passé le message, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est plus mon problème. Moi, je la diffuse, le message, donc après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, ça fait 4 fois que j'ai failli mourir.
Donc, un jour, la 5e sera peut-être la bonne, ou la 7e, je ne sais pas, mais ce n'est plus mon problème. Hein. Et ben, justement, est-ce que l'entropie, vous avez eu, on peut dire que vous avez eu un dérèglement aussi? Trop d'énergie? Parce que j'ai fait des conneries, comme tout le monde. Moi aussi, je veux dire, c'est pas parce que je suis scientifique que j'ai la science infuse et que je sais tout. Donc, il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que j'aurais pas dû faire. Par exemple, si vous mangez trop, c'est trop d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez mourir. Et ensuite, il faut le payer. Bon, moi, il y a une époque, j'ai trop mangé. Après, une autre époque, j'ai trop bu. Il y a une autre époque, me suis trop gavé d'informations. C'est pas grave, parce qu'à chaque fois, la nature vous est là pour vous flanquer une grande claque. Et puis, comme je reviens, je dis, ah oui, effectivement. Bon, alors j'essaye d'être plus raisonnable. Yes. En tout cas, l'information va être transmise. J'espère que les personnes pourront la diffuser, cette information. On parle d'entropie, mais pas d'énergie. Voilà. Yes. Si vous voulez parler de la vie, si vous voulez parler de choses qui sont belles, parlez d'entropie, ne parlez surtout pas d'énergie, parce que si vous parlez d'énergie, c'est la guerre et la destruction. Donc voilà, c'est des genres de choses que vous devez comprendre. Si vous parlez d'entropie, par contre, vous avez une chance de parler d'une fleur, d'une abeille ou d'une galaxie. Et je ne dis pas d'un musicien. Yes. Ok, donc interview fort intéressant. Donc, comme dans son habitude, eh bien, je vous laisse le dernier mot de la fin. Oula. Je ne sais pas, parce que c'est toujours difficile. Là, il n'y a pas d'interaction. Moi, d'habitude, quand je fais une conférence, après, il y a les questions. Donc, on va attendre un petit peu, on va regarder si les personnes ont des questions. Avez-vous des questions? Donc, c'est toujours plus facile d'interagir sur des questions. Parce que, bon, s'il faut conclure, je vous dis, oui, l'entropie, on vient déjà d'en parler, c'est-à-dire, oui. On devrait parler, s'il y a des questions. Toujours valoriser l'entropie et pas l'énergie. Donc, ça, c'est une des grandes leçons qu'on peut tirer pas une leçon, un résumé de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si jamais vous avez l'occasion de vous intéresser à la nature, à la vie et à ce qui est beau dans l'univers, pensez en termes d'entropie et pas d'énergie. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est un gros message. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout ce qu'on voit en général. Alors, Brigitte Faure, est-ce que vous voyez les questions? Oui, Brigitte, oui. La vie dans le sens de mouvement, transformation d'énergie permanente. Oui, donc ça, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on a un flux d'entropie. On est traversé par un flux d'entropie. Ce flux d'entropie vient du Soleil. La source, c'est le Soleil, en fait, qui nous envoie cette entropie, et ça nous traverse. Et c'est grâce à ce flux d'entropie qu'on peut se complexifier. C'est-à-dire être soit une bactérie, si on laisse carrément ce flux, on l'ignore, ou on l'exploite au minimum. Mais si on l'exploite au maximum, on peut devenir un musicien, ou alors encore mieux, je ne sais pas comment on appelle ça, un philosophe. C'est parce qu'on se laisse traverser par ce flux d'entropie, et grâce à ce flux d'entropie, on peut se structurer et avoir des structures. Et dès que ce flux d'entropie cesse, on est mort. Donc, qui dit flux, dit mouvement. Hein. Ça, c'est clair. Alors, Miguel, j'étais bon à l'école, ça fait plus de 30 ans que je l'ai arrêté, j'ai oublié, mais ça me remet à l'époque. Eh oui, voilà, c'est pas grave. Hein. Il est toujours temps pour s'y remettre. C'est pas parce qu'on a arrêté pendant 30 ans qu'on peut pas s'y remettre. Donc, Vincent, on ne dit pas bioénergie, mais bioentropie. Ce serait déjà mieux, nettement mieux. Alors, je regarde. Tac. Alors, Vincent, est-ce que je peux renommer qui? La prana, la bioénergie ou entropie? Est-ce que ça se fait? Ben oui, c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le ki, c'est de l'information. Le prana, c'est le flux d'entropie que vous inspirez. La bioénergie, c'est une autre façon de dire qu'on parle d'entropie. Donc bien sûr, je vous dis, l'entropie, c'est un concept qui est ce qu'on appelle multiforme. C'est-à-dire, ça s'applique à tout, que ce soit la matière vivante, que ce soit la matière inerte. Et toute la clé se trouve dans les flux, la maîtrise des flux d'entropie ou des flux d'information. Alors, Bernard, que pensez-vous des systèmes de génératrices dynamisation de l'eau vendus dans les commerces? Alors, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a énormément. Par contre, je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les appareils. Par contre, ce qui est clair, c'est que si vous avez bien compris ce que c'est que l'entropie, vous avez intérêt à boire une eau qui est dynamisée, informée. C'est crucial. Après, le système d'information et de dynamisation que vous allez prendre va dépendre de ce que vous êtes, de votre passé, de votre vécu. C'est-à-dire qu'il y a certains systèmes qui seront très bons pour vous, d'autres qui ne seront pas bons. Et c'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait une diversité, qu'il n'y ait pas qu'un seul système, de dire, le système machin, c'est le meilleur. Ça, si on vous dit ça, c'est sûr que ça ne peut pas être vrai. C'est-à-dire qu'on est diversifié, on a chacun notre histoire personnelle, et donc c'est à chacun de découvrir
quel est le système de dynamisation qui lui convient. Et donc, heureusement, il y a sur le marché, dans le commerce, plein de systèmes, et c'est à vous de les tester. Alors, comme toujours, c'est un peu facile de dire ça, mais j'ai un critère qui est très simple à vous conseiller. Ça, c'est mon critère à moi. Bon, vous l'acceptez pas, c'est pas mon problème, mais je vous le donne. Comme ça, au moins, vous savez où vous allez. C'est qu'on vous vend, on cherche à vous vendre un système de dynamisation de l'eau en disant ah, c'est génial, c'est super, ouais, ok, vous dites oui, ok. Vous buvez un verre. De deux choses l'une. Soit vous avez encore soif après avoir bu ce verre, et c'est que le système est bon pour vous. Soit vous n'avez plus soif, et à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas terrible. C'est-à-dire que quand un système de dynamisation vous convient, après le premier verre d'eau, vous avez envie d'un deuxième. Ou d'un troisième. Et si vous convient vraiment très bien, un quatrième. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous savez que ça vous amène quelque chose, parce que normalement, le mode de vie fait que de notre société est complètement fou, et donc on a besoin d'une eau dynamisée, ce qui fait que ce n'est pas avec un verre qu'on va se satisfaire. Donc voilà, l'idée c'est de tester comme ça. Si vous arrivez à avoir envie de boire un deuxième verre après avoir bu le premier, c'est que c'est un bon système pour vous. Il ne sera pas forcément bon pour votre femme ou pour vos enfants. C'est ça. Il est bon pour vous. C'est à chacun de décider quel système lui convient. Et heureusement qu'il y a pléthore de systèmes sur le marché. Comme il y a pléthore d'êtres humains et pléthore d'expériences humaines, et bien au moins on est à peu près sûr de trouver un système qui vous convienne. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, bonsoir. Est-ce que, comme disaient les anciens, un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps ce serait la sagesse de l'entropie? On peut dire ça, oui. Alors ça, c'est voir l'entropie sous la forme du flux d'informations. Quand vous avez un flux, ben, c'est pas la peine de prendre tout le flux dans la figure. Il vaut mieux le prendre en petits morceaux, chaque chose en son temps. C'est beaucoup mieux que de vouloir se gaver de tout le flux en une seule fois. C'est ça. Ok, bon, bah, il n'y a plus de questions. Donc, oui, on arrive à un terme, donc je vous laisse le dernier mot. Oui. Bah donc moi, je suis ravi que pour une fois, je puisse parler autre chose que de l'eau ou de l'homéopathie. L'entropie, c'est un sujet que je travaille depuis, en même temps que démarrer ma carrière scientifique. Comme je l'ai dit, avec l'entropie, on est à la base de ce qu'est la vie. Donc, si vous travaillez ce concept, vous commencez à comprendre ce que signifie être vivant. Alors que si vous restez au niveau de l'énergie, qui est le premier niveau, dit Energie der Welt bleibt constant, comme disait Clausius, c'est le premier niveau. Il y a l'énergie, parce que c'est vrai que sans énergie, on ne peut rien faire. Mais il ne faut pas rester là. Il faut passer au second niveau, c'est-à-dire la qualité de cette énergie, en fait. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est de ça que, en fait, notre problème, c'est pas d'avoir de l'énergie, parce que comme je l'ai dit, le soleil brille, donc il y aura toujours de l'énergie, quel que soit. Alors, sauf si le soleil s'arrête de briller, mais on peut être à peu près tranquille qu'il y aura toujours de l'énergie. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait de manière intelligente? Pour la vie, pas pour la mort. Et c'est là où, justement, nous vivons une époque extrêmement cruciale, où on voit en quoi l'énergie est synonyme de mort. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des guerres sur la planète. Il y en a toujours eu. Mais c'est la première fois qu'on a des puissances de destruction aussi importantes. Et donc, ça, il faut le maîtriser, et il n'y a que l'entropie qui permet de maîtriser l'énergie, parce que si on laisse l'énergie faire, c'est une catastrophe. Oui, tout à fait. Et le corollaire de tout ça, c'est que si vous avez le courage, derrière la notion d'entropie, comme je vous l'ai dit, il y a la physique quantique, il y a l'information. Donc, évidemment, c'est d'arrêter de penser de manière classique, c'est-à-dire de manière locale, et moi j'existe, les autres, ils sont différents de moi. Non, en physique quantique, vous existez et vous êtes aussi en connexion avec les autres. Et pas simplement avec votre famille, avec tous les gens qui sont sur la planète. C'est-à-dire que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Gaza ou en Ukraine, ça vous affecte, que vous le vouliez ou non, parce que ce sont des êtres humains qui souffrent, et ces êtres humains sont en connexion avec tous les autres êtres humains. Donc, il y a cette conscience qu'il y a l'information, bien sûr, l'entropie, mais il y a aussi, moi je vais appeler ça l'ex-formation, le contexte dans lequel ça s'exprime, et les deux sont importants. Et il est important, quand vous avez en face de vous quelqu'un avec qui vous discutez, de toujours se poser la question, quel est son contexte? Quelle est son histoire? Parce que, évidemment, l'information, le message que vous lui envoyez ne sera pas du tout compris de la même manière si cette personne a la même histoire que vous, la même culture. Si elle a une culture qui est très différente ou une histoire qui est très différente, la même information peut avoir des effets complètement différents. Donc, toujours s'assurer, avant d'échanger, et c'est surtout vrai sur les réseaux sociaux, que les contextes correspondent. Parce que si les contextes ne correspondent pas, c'est ce qu'on appelle le dialogue de sourds. C'est-à-dire chacun va s'enfermer dans ses positions et on ne va pas progresser. Pour progresser, il faut comprendre ce que l'autre a vécu, que l'autre comprenne ce que vous avez vécu, et à ce moment-là, on peut commencer à discuter. Yes. S'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, à ce moment-là, il vaut mieux fermer sa gueule. Juste avant de nous quitter, une dernière question que je trouve qui est importante. Et oui, je voulais avoir votre avis sur ça.
Alors, Donc c'est Miguel. Moi, sur mes bouteilles d'eau, je mets dessus pardonnez, mais je suis désolé, je t'aime, merci. Mais avant, on fait cela avec un appareil. Je crée un vortex dans l'eau pour la redynamiser. Est-ce bon? alors oui, ça, je veux dire, une fois que vous avez compris qu'il y a de l'information, que l'entropie, c'est de l'information, la qualité de cette information est importante. Donc, si vous dites je vous déteste, on n'est pas terrible hein, en termes d'information, c'est plutôt une information négative. Si vous dites je vous aime, ou bon là on est sur un côté qui est plus subtil, hein, c'est-à-dire il vaut mieux regarder le côté positif des choses que le côté négatif. Tout à fait. Donc l'eau est, de toute façon réagit à tout ce que vous pensez. Ça, Elle est sensible. elle est sensible à tout ça. Donc quitte à penser des choses, autant penser des choses positives que des choses négatives qui font mal et qui blessent. Voilà, donc Tout à fait. ça peut être une bonne idée de faire ça. Yes. OK. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais qu'on fasse une interview sur l'entropie. On l'avait déjà prévu depuis un très bon moment, mais avec les soucis que vous avez eus, ça a Oui, été reporté. Et je suis très content. Merci eh ben, beaucoup. nous sommes deux à être très contents. Merci. Vous restez encore quelques minutes avec moi. Oui, ok. Je vous souhaite une très bonne soirée. Partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.